La politique en temps réel sans montage. Vous voulez voir ce qui a vraiment été dit? Abonnez-vous maintenant. Bien, mais bonjour à toutes et à tous. Merci bien sûr pour votre présence. Et donc la présentation tout d'abord pour ce point presse des questions gouvernement du groupe. La première question au gouvernement sera posée par Laurence Rossignol concernant bien sûr l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. Inutile de vous dire que cette dernière laisse une impression particulière de creux. On a beaucoup de mal à comprendre la vision, le cap, l'objectif et surtout le rapport du président de la République avec son gouvernement, auquel d'ailleurs il a très peu fait allusion. Nous pouvons le noter. Et surtout, nous étions un peu en attente d'un éclaircissement au niveau des référendums. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet éclaircissement n'est pas venu. On sait au moins une chose, c'est qu'il n'y en aura pas un sur les retraites. Donc l'interpellation de Laurence Rossignol sera bienvenue à ce niveau-là pour tenter d'éclaircir la position du président de la République et la position du gouvernement. Deuxième question au gouvernement donc, sur la situation Nouvelle-Calédonie qui sera posée par Rachid Temal. Malheureusement, la Nouvelle-Calédonie célèbre un bien triste anniversaire puisqu'il y a un an, vous le savez, il y a des émeutes qui ont éclaté et qui ont entraîné donc une situation sociale, économique, sanitaire absolument catastrophique, dont la Nouvelle-Calédonie a bien du mal d'ailleurs à se relever aujourd'hui et dont notre groupe n'a de cesse que d'interpeller les gouvernements successifs, d'abord pour apaiser bien sûr la situation, mais remettre bien sûr sur une nouvelle dynamique la Nouvelle-Calédonie avec ce dialogue à renouer avec les parties prenantes et à souligner que cette QAG bien sûr sera posée au lendemain du déplacement du ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Et ce déplacement, malheureusement, ne s'est pas conclu avec succès. Et donc, aucun accord n'a pu être trouvé, d'où vraiment l'intérêt de cette question au gouvernement. Ensuite, toujours poursuivant un peu l'intervention d'Emmanuel Macron concernant la sécurité, cette fois-ci, Jérôme Durain posera également une question au gouvernement, puisque lors de son intervention télévisée, le président de la République a parlé, à la suite d'une intervention d'ailleurs de Robert Ménard, très présent à l'heure actuelle sur les médias, était de renforcer les polices municipales, ce qui sous-entend qu'elles assumeraient de nouvelles compétences, et ce qui induit bien sûr une question sur le financement, notamment par nos collectivités qui sont déjà en difficulté aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, nous avons appris qui n'était pas opposé à la location d'espaces privés pour nos prisons, ce qui est quand même un nouveau paradigme aujourd'hui au niveau national sur ces sujets-là. Et donc ces perspectives de sous-traitance soulèvent la question de la réelle place de l'État dans la sécurité et puis la manière dont il négocie ses propositions avec les collectivités locales concernées. Voici donc les trois QAG qui seront posés. Peut-être mettre en exergue aussi par rapport à l'inscription à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale de la proposition de loi d'Audrey Bélim sur le logement dans les Outre-mer. C'est une proposition de loi très pertinente et très intéressante et donc elle s'inscrit dans l'agenda législatif et c'est une bonne chose, il faut le souligner. Et puis un point particulièrement important et attendu lundi prochain, donc les conclusions de la commission d'enquête sur l'eau, l'affaire Nestlé Waters, seront donc rendues lundi prochain. Donc c'est un moment important qui ne sera pas uniquement un moment conclusif puisque ce sujet va sans doute vivre encore pendant les semaines et les mois à venir. Mais les auditions que nous avons pu mener relèvent en profondeur de graves dysfonctionnements à tous les niveaux, que ce soit au niveau industriel, mais aussi au niveau gouvernemental et au plus haut niveau de notre République aujourd'hui. Voilà pour les éléments les plus saillants au niveau des QAG et de l'actualité législative. Et puis on va donner la parole maintenant à nos collègues, bien sûr, pour la niche parlementaire, donc en termes d'actualité législative. Et tout d'abord à Corinne Narassiguin pour rétablir le lien de confiance entre la police et la population. Merci Hervé. Bonjour à toutes et tous. Nous avons effectivement demain une niche socialiste avec deux textes qui sont à l'ordre du jour. Donc je laisserai tout à l'heure Thierry Kozik présenter le sien juste après. Celui que j'ai déposé et avec
notamment Jérôme Durin, concerne les contrôles d'identité. Nous avons en France aujourd'hui un problème avec les contrôles d'identité qui sont devenus le symbole et l'élément de cristallisation de tous les dysfonctionnements des relations entre la police et toute une partie de la population. Dans notre pays, nous avons un énorme problème avec le respect de la police républicaine et le fait que justement la police républicaine soit irréprochable. Et tout ça se traduit à travers les contrôles d'identité qui sont malheureusement aujourd'hui trop souvent des contrôles au faciès. C'est un élément qui est bien établi par des enquêtes du défenseur des droits, par aujourd'hui des condamnations de la France, que ce soit de l'État, donc que ce soit par la Cour de cassation, l'avis du Conseil d'État, mais aussi au niveau européen, au niveau de l'ONU. Et il y a une demande de réformer ces contrôles d'identité pour que l'État, pour que la police soit irréprochable. On ne peut pas avoir une police républicaine qui est accusée de discriminer et qui factuellement, malheureusement, aujourd'hui, on peut le constater, discrimine et on sait que quand on est un jeune homme noir ou arabe, on a une probabilité 20 fois plus grande de se faire contrôler que n'importe qui d'autre. Et puis, on a un autre problème qui est aussi justement le fonctionnement de la police. À quoi doit servir la police? À quoi doit servir une police républicaine? Quel est le sens de leur mission? Quelle est la bonne utilisation qu'on peut faire du temps des policiers? La Cour des comptes a établi qu'on a aujourd'hui 32 millions de contrôles piétons en une année. Et on sait qu'en réalité, extrêmement peu de ces contrôles donnent lieu à des interpellations, à des poursuites en justice. Et les policiers eux-mêmes s'interrogent, car près de 40% d'entre eux, les policiers et les gendarmes, s'interrogent eux-mêmes sur l'utilité du contrôle d'identité. On a une ancienne directrice de l'IGPN, un rapport de l'IGPN qui dit qu'on a besoin de réformer ces contrôles d'identité, on a besoin de traçabilité, parce que c'est aussi un problème d'efficacité du travail des policiers et aussi de leur mise en danger. Tellement aujourd'hui cet outil qui est surutilisé à mauvais escient est aujourd'hui devenu finalement un obstacle au bon fonctionnement, au bon travail de la police. Et donc c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai choisi de déposer cette proposition de loi, parce qu'il faut non seulement répondre à un vrai problème d'irréprochabilité de la police sur les questions de discrimination et aussi à un problème d'efficacité, de bonne utilisation des moyens des forces de l'ordre. Très bien, merci Corinne. Et puis je vais laisser donc la place également à Thierry Kozik pour nous présenter la PPL aussi nichée sur limiter le recours au licenciement économique dans les entreprises de moins de plus de 250 salariés. Merci. Oui, donc demain, dans la niche du groupe socialiste, je présenterai une proposition de loi que j'ai travaillée depuis plusieurs années, notamment à l'occasion des projets de loi de finances qui se sont succédés ces dernières années, sur lequel je m'étais beaucoup interrogé, notamment sur la conditionnalité sur les aides publiques. Et je suis persuadé que cette proposition de loi aujourd'hui est une nécessité. Je rappelle, elle vise à interdire le licenciement économique pour des entreprises profitables qui tirent avantage de la situation en fermant des sites, en licenciant des salariés. Elles peuvent toucher des aides publiques, elles distribuent des dividendes et pourtant elles profitent en fait du système en enrichissant de manière substantielle ses actionnaires. Donc cette proposition de loi, elle comporte 2 articles. Un premier donc, qui interdit, comme je viens de le dire, le licenciement dans les entreprises de plus de 250 salariés quand ces grands groupes, dans l'exercice comptable de l'année écoulée, ont procédé à des rachats d'actions, ont distribué des actions gratuites, mis en place des stock options, et toucher des aides publiques et dans le même temps mettre en place des procédures de licenciement économique. Et un deuxième article qui renvoie au juge tout licenciement économique qui pourrait être qualifié d'abusif et dans ce cas-là contraindre ces entreprises soit à rembourser quand le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, donc rembourser les aides publiques, notamment le fameux CIR, le crédit impôt recherche,
voire être interdite de toucher toute aide publique pendant 3 années si le licenciement est considéré comme abusif. Je crois que cette PPL aujourd'hui, cette proposition de loi est une nécessité. Je crois que l'actualité nous renvoie aujourd'hui à ce besoin de pouvoir à un moment aussi contraindre, lutter contre cette situation qui est particulièrement catastrophique. Le président de la République hier soir a fait état, notamment lorsqu'a été évoqué ArcelorMittal, l'idée de ne surtout pas nationaliser, de ne pas revenir à la nationalisation, même si à titre personnel je n'y suis pas favorable. Simplement, on voit que cette situation aujourd'hui, elle ne peut pas perdurer. On est dans un moment où les finances publiques sont contraintes. Je rappelle quand même que la politique de l'offre depuis 2017 d'Emmanuel Macron s'est soldée par un déficit record de près de 3 300 milliards, en hausse de plus de 1 000 milliards, avec dans le même temps des actionnaires qui se sont fortement enrichis, plus 114%, des dividendes qui ont cru de 46%, des rachats d'actions à hauteur de 286%, et dans le même temps, la rémunération des salariés qui progresse de 15%. Donc on voit qu'on est quand même à un moment où il y a une très grosse contradiction dans ce pays. Et je crois qu'avec cette proposition de loi, le groupe socialiste vise à accompagner, certes, l'économie de la redistribution, comme la gauche le revendique, mais aussi accompagner l'économie de la production. Et je crois que c'est important, c'est assurer la souveraineté industrielle d'un côté et l'emploi des salariés. Tel est l'objet de cette proposition de loi que nous défendrons demain au Sénat, avec, je n'en doute pas, dans la situation actuelle, je l'espère, un esprit transpartisan sur le résultat de cette proposition de loi qui est plutôt du bon sens aujourd'hui. Et j'en appelle aussi à la responsabilité à la fois des entreprises. L'idée n'est pas de sanctionner, mais bien de responsabiliser les entreprises, mais également la majorité sénatoriale dans le moment que nous vivons. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? T'en prie. Qu'est-ce que vous comptez dire à vos collègues qui vont essayer d'argumenter pour les faire rejeter? Est-ce que c'est justement une manière de mettre face à leurs responsabilités? Voilà, comment vous argumentez face à ça l'un et l'autre pour justifier ces PPL qui vont probablement devenir des PPL d'appel, entre guillemets, parce qu'elles risquent de ne pas prospérer. Alors, sur le terme de PPL d'appel, de proposition de loi d'appel, moi je m'inscris en faux, et je l'ai dit. Aujourd'hui, vu la situation, et je crois que l'actualité nous le renvoie chaque jour, ArcelorMittal, j'aurais pu citer Michelin avec des bénéfices records, et dans le même temps la fermeture de 2 sites, la suppression de 1254 salariés. Moi j'en appelle vraiment à la responsabilité aussi de mes collègues de la majorité sénatoriale. Je crois qu'il y a un moment où il faut que chacun prenne ses responsabilités et soit aussi sérieux. La commission d'enquête qui est actuellement en cours sur les aides publiques aux entreprises de plus de 1000 salariés a jeté le trouble, notamment a jeté le trouble dans la majorité sénatoriale. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un moment où on ne peut plus laisser faire le marché, utiliser les aides publiques pour rémunérer l'actionnariat. Donc clairement, cette PPL, quel que soit son sort, et je rappelle, j'en appelle à la responsabilité du groupe majoritaire, elle doit aller au-delà. C'est-à-dire que demain, elle sera présentée au Sénat en séance. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse poursuivre sa vie. C'est une pierre dans l'édifice. Il y a eu les PSE qui ont été définis en 2016. Je crois qu'on est dans la continuité et que ce sujet, nécessairement, si ce n'est pas demain, reviendra dans les jours et les mois à venir. Donc je crois qu'il y a une balle qui est lancée, il y a une perche qui est tendue à la majorité sénatoriale, à elle de la saisir. Oui, dans le même état d'esprit. Alors, moi, j'ai effectivement peu de doutes sur le fait que la droite sénatoriale ne votera pas ce texte, et vu leur comportement en commission, je pense qu'il n'y a effectivement aucun doute sur cette question-là. Mais le but, c'est aussi
d'essayer d'avoir un débat sérieux demain en séance sur la réalité de la situation, et donc de refuser le déni de réalité qui peut exister encore aujourd'hui à droite, puisque non seulement il y a une réalité des discriminations, mais il y a aussi une réalité d'un changement de climat chez les policiers eux-mêmes, ce qui n'était pas le cas, je dois le dire, il y a encore quelques années, et notamment lorsque nous étions socialistes aux responsabilités et que nous aurions dû déjà faire le récépissé. Mais le texte, il va plus loin que le récépissé. Et il y a aussi les caméras piétons, mais il y a aussi une réforme même du code de procédure pénale pour beaucoup mieux encadrer, pour restreindre la possibilité de faire des contrôles d'identité, parce que justement, y compris dans la police aujourd'hui, il y a des gens qui osent poser la question du sens de l'utilité de cet outil, et même de l'aspect contre-productif que peut avoir cet outil qu'on nous présente encore comme un outil indispensable. Et donc le but, c'est quand même d'entamer un débat sérieux et d'essayer d'obtenir aussi des réponses sérieuses de la droite sénatoriale sur ces questions-là que nous allons essayer de mettre au débat demain, et puis que effectivement ce texte poursuive sa vie après. Demain, nous organisons aussi avec le groupe un colloque toute la journée sur ces questions du contrôle d'identité et de la relation police-population. Et notamment sera présent Paul Christophe, qui est député de la Drôme, député socialiste de la Drôme, et qui a d'ores et déjà engagé à reprendre ce texte à son compte ensuite à l'Assemblée nationale. Peut-être Monsieur Gillet sur la PPL à 69. Le groupe socialiste et le parti socialiste semblent un peu partagés, c'est le moins qu'on puisse dire sur ce texte. Comment vous l'abordez à la fois au niveau du fond sur le sujet du chantier et sur la forme et ce texte en particulier qui est une loi de validation assez atypique? C'est le moins qu'on puisse dire. Le groupe, il n'est pas si partagé que ça. On peut comprendre que, compte tenu de la nature des enjeux, notamment sur la problématique de l'avancée des travaux au niveau de la 69, qui bouscule en fait d'ailleurs tous les bancs politiques quand on y regarde un peu plus près. Il y a vraiment des interrogations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les travaux sont interrompus, bien sûr ça a une incidence financière particulièrement élevée. Au-delà même du débat sur pour ou contre la 69, on a un vrai problème aujourd'hui au niveau de la procédure en tant que telle, du déroulé de la procédure et de l'échéance de la procédure. Donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir des positions notamment territoriales qui sont nuancées par rapport à la position très majoritaire au niveau du groupe sur le sujet, compte tenu des enjeux locaux et territoriaux qui peuvent exister. Mais ils sont quand même assez relatifs quand on regarde un peu plus près. La position du groupe, ce sera de ne pas prendre part au vote. Pourquoi? Il faut donner des éléments très clairs. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'effectivement il y ait une proposition de loi qui contourne ni plus ni moins que le déroulé juridique et administratif qui est en cours aujourd'hui. Alors, il devait y avoir donc sur la demande à surseoir du gouvernement dans la mise en exécution, donc pour relancer les travaux, il devait y avoir une décision du tribunal administratif le 21 mai. Il semble que cette décision soit repoussée. Ce qui fragilise encore plus, il me semble d'ailleurs, la proposition de loi dans le contexte en tant que tel. Donc c'est une proposition de loi qui vise à contourner la loi, quelque part, et donc dans le cas du respect de l'état de droit, pose véritablement des questions, et nous interviendrons en ce sens aujourd'hui. Je voudrais terminer sur un point qui est important et qui parfois passe sous les radars. C'est qu'en fait le tribunal administratif n'a pas jugé sur la qualité, on va dire, du dossier au niveau environnemental. Il a jugé sur la réalité de ce qu'on appelle l'intérêt public majeur, hein, les raisons impératives d'intérêt public majeur. Et en fait, c'est là où il y a un vrai problème. Et c'est là où la loi aurait dû aller, quelque part. C'est de clarifier ce qui dépend, comment on peut caractériser la raison impérative d'intérêt public majeur. Comme cette caractérisation n'est pas suffisamment précise, elle est donnée à l'appréciation du tribunal dans ce cas de figure, et c'est lui qui fait avancer quelque part la jurisprudence. Mais c'est parce que nous avions une propre faiblesse législative antérieure sur ce texte. Et donc, il faut bien le préciser. Hein. Et c'est cette raison-là qui a poussé donc, le tribunal administratif à juger. Le deuxième point, c'est que cette raison impérative d'intérêt public majeur a été mise en œuvre un peu après coup, après la déclaration d'utilité publique initiale, et a fragilisé donc quelque part même les procédures en ouvrant des nouveaux recours. Et ces nouveaux recours se sont mis en œuvre, mais les travaux ont démarré avant que ces nouveaux recours soient purgés. Donc le gouvernement lui-même a fragilisé quelque part aussi le dossier, et il faut bien en avoir conscience à ce niveau-là. Hein. Donc
Je pense que la position est quand même assez claire aujourd'hui au niveau du groupe par rapport à ça. Et il faudrait sans aucun doute, sur le plan législatif, réfléchir pour avoir aujourd'hui une forme de clarification. Pourquoi? Parce que ce manque de clarification expose en fait toutes les parties prenantes, d'un côté comme de l'autre côté. Et donc ce n'est pas une situation véritablement acceptable aujourd'hui. Eh bien, merci à vous toutes et vous tous pour ce moment. Pu voter contre, du coup, si le texte contourne l'état de droit. La position, elle est aujourd'hui de se mettre un peu en retrait de ce texte et puis sans doute de regarder demain et après-demain comment on devra travailler aussi un peu au niveau législatif quand même. Parce que ce sujet-là, il préoccupe tout le monde en fait. Peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?